Aujourd'hui, je vais vous parler de la pragmatique des questions internationales. C'est la première fois pour moi que je parle de ça dans une langue que ce n'est pas l'anglais. Et donc, voilà, il y a des fautes, je suis sûre. J'ai demandé à ChatGPT de regarder les choses il y a 15 minutes. Et ChatGPT m'a dit Your French is quite good overall, great. Et elle m'a dit que le titre, ça c'est bien, c'est correct. Donc là, on peut commencer. Donc, c'est un atelier pratique, donc on a une partie de présentation, on peut dire comme ça, et après une partie pratique. J'ai imprimé les dates. Et de temps en temps, je vais utiliser des mots en anglais, parce que la terminologie est tout en anglais. Mais bon, donc, voilà. Je me présente. Donc, au moment, je viens de terminer mon doctorat aux États-Unis à l'Université du Maryland. Et je suis collaboratrice au centre ici, je travaille au social et à l'Université de Toronto. Et bientôt, je vais commencer au postdoc à l'Université de Nice, dans le laboratoire du CNRS Classificus et Langage. Je suis une linguiste théorique. Je viens de la tradition générativiste, ça veut dire la tradition chomskienne. Donc, je fais des choses un peu différentes, je pense, que d'autres gens ici. Mais je ne veux pas me lancer dans des choses très techniques aujourd'hui, mais en fait, je voudrais bien le dire parce qu'on va raconter des choses qui sont vraiment typiques de cette tradition. Et donc, je m'occupe de beaucoup de choses. Et il y en a quelques-unes ici que je voudrais vous dire comme ça. Voilà, une, c'est la syntaxe et les interactions que la syntaxe comme module de la grammaire a avec d'autres modules de la grammaire, la sémantique, la pragmatique et la phonologie. La structure et l'usage des questions ouvertes, ce dont on parle aujourd'hui, et bien les autres structures qui ne sont pas du tout été étudiées, en fait, les exclusifs, des choses comme à part ex, à part marque, et les exceptifs, comme sauf en français. Et je me suis spécialisée sur les langues romanes, surtout l'italien et le français, et en particulier le patois de Manger. Donc, avant de commencer, je voulais juste vous donner l'idée du type de questions qu'on se pose en tant que linguiste théorique qui vient de la tradition chomskienne, parce que je pense que ça c'est différent. Donc, la première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que c'est la langue? Donc, j'utilise la et pas une langue, parce qu'en fait, on peut rester ici et parler 2 jours sur qu'est-ce que c'est une langue. Mais en fait, nous, on travaille sur la langue dans le sens qu'on se pose des questions sur la faculté du langage humain. Voilà. Et la faculté du langage humain a des représentations pratiques en fait, dans des langues comme le franco-provençal, le français, l'italien, mon italien, l'italien de quelqu'un d'autre. Et voilà. Mais donc, on travaille sur ce que vient de la biologie. Et pour faire ça, donc, on se pose des questions sur la variation entre les langues. Donc, on prend des langues qui sont différentes et on regarde quelle est la variation. Pour un phénomène bien précis, par exemple, on peut regarder, quelle est la distribution des sujets critiques dans ces langues et quelles sont les différences, quelle est la variation. Par exemple, on peut étudier un phénomène en italien et en wolof, qui est une langue parlée en Afrique, de la famille Niger-Congo, ou bien entre le patois parlé à Champorcher et le patois parlé à la Salange. Donc on peut regarder des langues qui sont très proches ou très loin. Et l'autre partie de l'autre question qu'on se pose, c'est quelles sont les similitudes entre langues différentes. Et ici aussi, on peut se poser cette question et regarder un phénomène dans des variétés de portugais, celui parlé en Europe, donc en Portugal, et celui parlé au Brésil. Ou bien, on peut regarder le patois parlé à Manger et le malayalam, qui est une langue parlée en Asie, de la famille dravidienne. Et donc, on se pose des questions sur les similitudes et les différences qu'on voit entre les langues. Mais pourquoi? En fait, pourquoi on se pose des questions sur ça? Bien sûr, les langues sont différentes, on le sait. Et parce qu'on veut comprendre quelles sont les limites de la variation linguistique, parce que les langues, il y a beaucoup de variations, mais en fait, la variation, c'est pas comme ça, random. Voilà. On a des règles que toutes les langues suivent, qui viennent du fait qu'on a une universalité du langage humain. Donc, la faculté du langage, c'est une chose qu'on a tous ici, toutes les personnes sur la Terre, et ça ne change pas
avec la langue qu'on parle. Donc, on va la même dans des personnes qui parlent chinois ou le patois de l'anglais ou bien des langues du Sine. Et ça, étudier la variation et les similitudes nous informe sur la faculté du langage. En anglais, on dit la faculté du langage. Ok, donc ici, c'est les questions qu'on se pose en tant que chercheur. Et aujourd'hui, on va parler des questions, en fait, de vraies questions. Et pas les questions que je me pose dans ma recherche. Mais avant de commencer, en fait, je voudrais prendre, je sais pas, une minute ou deux ensemble pour penser, faire une session de brainstorming sur qu'est-ce que c'est une question. Donc, si un enfant, si vous sortez d'ici, vous rencontrez un enfant de 8 ans et vous dit bon, qu'est-ce que c'est une question, qu'est-ce que vous lui dites? L'énonciation précédente. L'énonciation précédente, oui. Oui, c'est vrai. Ok, Alice? Quelque chose qui demande une clarification. Ok. C'est une phrase. Qu'est-ce que c'est une phrase? C'est une interaction. Oui. Ça demande de la Oui, ça demande. C'est une interaction entre personnes? Oui. Oui. Ou bien moi je peux demander à moi-même. Mais c'est la même chose quand je demande quelque chose. Oui, mais ça demande une réaction. Ok, oui. Oui. C'est une phrase avec un mot interrogatif et ou une prosodie particulière. Ok, oui, bien sûr. Oui, parce que je peux dire tu pars quand, là? Donc j'ai un pronom interrogatif où je peux te demander tu as mangé la glace? Et là j'ai une intonation différente par rapport à tu as mangé la glace. Donc c'est deux questions bien différentes. Oui. Ok, d'autres choses qui... Non? Ok. C'est une prière de répondre. Oui, parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on pose des questions? Pour attendre une réponse. Donc, pour avoir des Réponse. informations. D'en haut qui retombe, parce que c'est la voix monte. Ah oui, aussi. On attend une idée venant d'en haut, une connaissance. Ah oui, aussi. Est-ce que ça a une dynamique qui existe dans toutes les langues du monde? Oui. On va parler de ça, mais oui. Donc, toutes les langues du monde, on le verra dans le slide, ont des questions. Les questions, c'est pas une chose qu'on a en italien, en français, voilà, et toutes les langues du monde ont ces structures. Donc, oui, vous avez dit des choses très importantes. Donc, on veut des informations, voilà. Peut-être qu'on sait déjà l'information, la confirmation, ou on demande tu fais quoi demain, voilà, je veux savoir. Ok, c'est une interaction entre deux individus, et c'est quelque chose qui, si je pose une question, je m'attends une réponse. Ok, donc c'est pas quelque chose que je dis comme ça. Ah oui, c'est chaud, voilà. Non. Donc, pas seulement, hein. Parce que moi j'ai vu des gens, des intervenants, des gens qui montraient des expositions et qui étaient là, eh bien, qui disent par exemple, et qu'est-ce qui va donner l'idée de faire ça? Et il donne lui la réponse tout de suite. Il voulait juste tenir en éveil la population qu'il avait, et même parfois qui a pris ombrage parce que quelqu'un a voulu répondre. Il dit non, mais c'est moi qui fais la conférence. Et il utilise la question simplement pour relancer l'attention, mais il ne veut surtout pas de réponse. Oui. On a aussi les questions rhétoriques, donc je ne m'attends pas de réponse, je ne la donne pas moi-même, mais c'est quand même classifié comme une question. Mais ça, ce ne sont pas en fait les mêmes choses. On en voit une, mais non. Donc, quand on parle de questions, en fait, on peut faire une distinction entre trois types de questions, donc généralement. La première, c'est les questions ouvertes, les WH questions en anglais. Donc, c'est des questions qui ont un pronom interrogatif, comme on dit Mathieu. Donc, où es-tu? Voilà, je veux savoir. Et je m'attends à une réponse qui contient le lieu où la personne est en train d'aller. Ok, je vais au café. Le deuxième type de questions, c'est les questions polaires, les questions yes-no questions. Donc, c'est des questions auxquelles je peux répondre oui ou non. Okay? Il y a un type de questions ici, que c'est les questions alternatives. Donc, je te demande, tu veux du café ou du thé? Donc, tu peux me dire café ou thé. Okay? Et le troisième type de questions, c'est les questions qu'en anglais on appelle what the hell.
questions, et ça c'est pas en fait vraiment des questions, c'est comme les questions rhétoriques. Donc, je dis ça à toi, what the hell are you doing? Qu'est-ce que tu as pu faire? Voilà. Et donc, je m'attends pas à une réponse. Ça ressemble à une question, mais en fait, c'est une expression de surprise. Voilà. Et aujourd'hui, on va regarder le premier type de question. Voilà. Et j'ai peut-être quelque chose sur le deuxième, on va voir. Et donc, ce type de questions, on les trouve dans toutes les langues du monde. Donc, on peut dire, OK, on en a plus ou moins 7000. Voilà, et ici, c'est une question ontologique. Combien de langues il y a dans le monde? On peut expliquer ça. Mais toutes les langues ont une façon de demander des informations, de demander des choses. Ça a été systématiquement montré ou c'est Les questions? Qu'il n'y a aucune exception? Non, c'est une des choses qui sont universelles du langage. Voilà, qu'on a cette possibilité. Donc, la façon dont on pose des questions, ça change beaucoup, vraiment beaucoup parfois, mais toutes les langues ont cette possibilité. Et voilà. Et donc, nous, on étudie les questions parce que c'est très intéressant, parce que ça met ensemble les trois parties principales de la grammaire. Donc, on a la structure, la syntaxe, ouais, c'est la structure de la phrase. Et ça interagit avec la partie de la phonologie, donc le son, donc en fait ce qu'on produit, et la partie du sens, donc la sémantique et la pragmatique. La différence, c'est la sémantique va regarder le sens, et la pragmatique, comment on utilise les structures en question. Donc, on étudie les questions parce qu'on veut étudier la combinaison de ces trois parties du langage, comment ils communiquent. Et en fait, si ceux qui n'ont jamais été exposés à la tradition américaine, quand on parle de grammaire et d'architecture de la grammaire, on parle de quelque chose comme ça. Voilà. Donc, on a les trois composantes. On a c'est où le on appelle le bâton. La branche. Ah, merci, la branche. Et donc, on a trois parties. C'est la syntaxe qui est formée avant. Donc, on parle des choses dans le lexicon de lexique. Voilà. Et on construit une structure. Et après, cette structure devient quelque chose qui a un son, donc une phonologie, et quelque chose qui a un sens, donc que peut être interprété. Voilà. Mais c'est juste un petit peu pour faire voir. Qu'est-ce que voilà. Et donc, moi, je suis intéressée dans les questions parce que je veux vraiment voir qu'est-ce que ça arrive là. Donc, qu'est-ce qui s'arrive là dans la partie structurelle de la syntaxe communique avec le sens et le son. Et on ne le sait pas. Voilà. Ça a été pensé en 1977 par Chomsky et Lasnik. Et en fait, on ne sait pas encore qu'est-ce que ça passe là. Et donc, ça nous aide à comprendre mieux l'architecture du langage, donc ce qu'on a dans notre biologie. Voilà, donc, dans la première question, donc, les questions ouvertes sont fameuses, ça c'est la meilleure. Elles sont fameuses pour la présence d'un pronom interrogatif. Donc, ici on a un exemple en anglais, who did you see? Voilà, donc on a un pronom interrogatif qui c'est who. Mais la question là, il fait quoi who? Dans la question 4. Quelle idée? C'est le sujet. Oui, mais ici, si je disais Jean mange une glace, Jean c'est aussi le sujet. Voilà. Mais c'est différent de vous. Voilà, de qui? C'est une question, donc. Introduire la question. Introduire la question et après? Chiedi che cos'è un pronomen interrogativo. Sì, cosa fa? Ti fa cioè, indicatore di riguardare, cioè mette subito l'accento, apre la domanda già facendoti capire cosa devi andare a guardare, che cosa stai guardando, su cosa devi andare a parlare. Che cosa vuole sapere. Ok. Je dois traduire en fait. Ils disent qu'en fait, pour ici, le pronom interrogatif, tu dis, ok, tu dois regarder pour cette chose-ci. Donc la question, c'est pas une question, voilà, sur une chose comme ça, c'est une chose sur une personne.
Voilà, donc ce que le pronom interrogatif fait ici, et en fait la question qui suit, c'est quel est le sens de 4. Voilà, parce qu'avant je vous ai demandé qu'est-ce que c'est une question, mais en fait si je demande qu'est-ce que c'est le sens de 4, qu'est-ce que vous me dites? Qui avez-vous? Oui, mais quel est le sens? Voilà. Non, c'est pas une question facile, hein, je la pose, mais c'est pas une question facile. Quel est le sens d'une question? Si je dis Jean mange la glace, voilà, et je vous demande quel est le sens, vous me dites voilà, oui, on a une personne, cette personne c'est Jean, et Jean est en train de manger une glace, voilà. C'est vrai, c'est pas vrai, voilà, Jean. Tu ne peux pas faire une question, tu ne peux pas faire cette question à quiconque. On doit avoir un regret parce que moi je ne peux pas aller chez lui, je me connais, on dit aussi. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Et alors, ça veut dire qu'on se connaît, que tu es sorti hier soir, tu me l'as dit probablement, et je te demande où tu es ici. Mais je ne peux pas faire la même chose avec madame. Pour dire aussi, elle me fait fou. Donc on a quelque chose qui vient du contexte. Ouais. Et Sinon, il n'a pas de sens. oui, il n'a pas de sens. Oui, en fait, bien sûr. Parce que si je te vois le matin, tu dis oh, comment ça va, voilà, je peux te demander comme ça. Mais ça, je te dis ok, mais où, comment, pourquoi tu me demandes ça. Voilà. Donc il y a une connexion avec le contexte qui est très important aujourd'hui. Mais en fait, le sens de 4, et ça, il y a des gens qui ont travaillé beaucoup sur ça, et on dit que en fait, le sens de 4, c'est quelque chose comme ça. Pour quel X, tel que X est une personne, tu as vu X. Voilà. En anglais, c'est toujours for which X, such as X is a person, you saw X. Okay? Donc, ce qu'on fait ici, c'est qu'on introduit une variable comme en mathématiques. On dit, ok, cette variable c'est X, on ne sait pas qui X soit, mais en fait, on le met en relation avec l'action de voir X. Okay? Et donc, ce qu'on dit, c'est que des questions comme 4, en fait, sont des fonctions mathématiques. Et cette fonction introduit un ensemble de réponses possibles. Et on revient à ce que vous avez dit, donc on a un contexte, voilà, et on a un ensemble de personnes que je peux avoir vues, voilà, et donc le sens de 4, c'est ok, donne-moi l'ensemble de toutes les personnes que je pourrais avoir vues, et après moi je peux prendre une réponse de cet ensemble. Donc si je demandais à Christiane, tu as vu qui? Et Christiane me dit, bon, j'ai vu la reine Elisabeth dehors. Moi je dis, ok, c'est vraiment sûr parce qu'en fait, elle n'est pas vivante non plus. Et après, elle ne se balade pas pour Saint-Nicolas. Voilà. Donc si je demande à Christiane, tu as vu qui? Je m'entends que Christiane va prendre un ensemble de personnes qui sont ici à Saint-Nicolas maintenant, ou qui c'est possible qu'on voit ici à Saint-Nicolas. Et après, elle me dit, ok, je vais prendre la meilleure réponse là, qui pourrait être, bon, dans ce cas c'est anglais, donc nous sommes Paul et Marie, nous sommes Alice, voilà. Et donc le sens des questions, c'est ça. Donc on va créer un ensemble de réponses possibles et on dit à la personne, bon, choisis une. Voilà. On peut aussi répondre, ça ne te regarde pas. Quoi? On peut aussi répondre, ça ne te regarde pas, sans préciser la personne. Oui, bien sûr. Ça, c'est attendu oui. aussi par le... Oui, ça, je peux aussi demander quel étudiant as-tu vu. Donc dans ce cas, je crée un ensemble qui est plus petit, ce n'est pas l'ensemble de personnes, parce que je peux aussi dire, moi en regarde la télé, je dis bon, je sens quelqu'un est mort, je dis qui est mort. Et ça, c'est l'ensemble de toutes les personnes dans la planète, voilà, donc ils sont fameuses. Mais en fait, c'est à la télé. Donc la dimension de l'ensemble, ça varie et ça peut être aussi bien spécifié. Par exemple, quel étudiant de l'école d'été de Saint-Nicolas 2025 voilà. Donc c'est un ensemble très petit. On peut le spécifier au commencement. Et voilà, donc en répondant à 4, on choisit la bonne réponse de l'ensemble qu'on nous a donné. Donc comment est-ce qu'on forme les questions? Il y a deux stratégies principales pour former les questions qu'on trouve dans les langues du monde. La première, c'est ce qu'on voit en italien, en anglais. Voilà, donc on a le pronom interrogatif, et le pronom interrogatif, c'est au commencement de la question. Donc on appelle ça WH ex situ, parce que c'est pas in situ, ça a bougé. Voilà, et on le montre d'habitude comme ça. Voilà, ce que tu envoies, qu'est-ce que tu veux. Et on dit que le pronom interrogatif, c'est bouger de sa position de base. Voilà. Et la position de base, c'est la position où, en fait, dans la réponse, j'aurai la réponse. Donc, je dis, voilà la pizza, voilà, c'est où j'ai la pizza, que c'est la réponse, le nom.
Et le pronom interrogatif correspondant cosa serait là, en position de base, et on le bouge. Voilà, très facile. Ok. Ça a été très bien étudié. Voilà. Et donc, ça c'est la première stratégie. Quelle pourrait être la deuxième selon vous? Donc la première c'est ça, voilà, on le bouge de la position de base. Qu'est-ce qu'on fait dans la deuxième stratégie? Peut-être que vous savez déjà. On monte la voix. Pardon? On monte la voix sans rien changer, en insistant. En français, comme on insiste sur la dernière syllabe, c'est plus facile souvent de monter la voix. Tu veux quoi? Oui, ok. On le laisse à la position de base. On appelle ça les... Sinon, on rejette le sujet derrière. Oui, mais c'est la même chose en fait. On fait l'inversion du sujet. On a aussi les qu'est-ce que c'est on appelle les textes, c'est des questions biclausales parce qu'en fait on a deux phrases. Mais oui. Mais en fait, la deuxième stratégie, c'est celle de laisser le point interrogatif in situ, dans la place où ça a été généré. Et on trouve ça dans beaucoup de langues, par exemple le chinois. Donc, je spécifie d'habitude, donc c'est sino-tibétain. Et voilà. Et en fait, en chinois, on ne peut pas faire ce qu'on fait en italien. Donc, on ne peut pas faire ce qu'on a en B. Donc, avoir le point interrogatif au commencement de la phrase, ça va pas. C'est vraiment limité à des contextes bien spécifiques. Voilà. Donc, on a ces deux stratégies. On bouge le pronom de la position de base ou on le laisse là. Mais le rôle des questions, c'est la même. Donc, si un chinois se demande A, donc je veux savoir qu'est-ce que ici a chuté, c'est la même chose que je veux faire en anglais en mettant le pronom au commencement de la phrase. Donc, la sémantique de la question est la même. On a d'autres langues encore qui sont WH in situ et qui, en plus, ils ont ce qu'on appelle homophone interrogatif ou typographico. Donc, c'est quelque chose qui nous dit ah, regarde, ça c'est une question. Voilà. Ça, dans cette langue, ça c'est Wouli, c'est Mergou, en Afrique aussi. Là, c'est optionnel, je ne dois pas l'avoir. Dans d'autres langues, comme le japonais, qui a une structure un peu différente, c'est obligatoire. Donc, on marque comme ça, on met l'astérisque en dehors de la parenthèse. Ça, c'est obligatoire. Donc, dans ces langues ici, je dois dire écoute, ça c'est une question, hein, je te le dis, voilà, tu dois t'attendre un pronom interrogatif. Voilà. Et donc, ok. Donc, on a une troisième stratégie, en fait, qui est une stratégie, bon, c'est pas une troisième stratégie, mais c'est des langues mixtes, voilà, où on peut avoir le WH in situ ou le ex situ. Et ça, c'est ce qu'on trouve en fait en français moderne, mais aussi dans des variétés de franco-provençal. Voilà. Ça, c'est des exemples du plateau à parler à manger. Je travaille sur cette variété. Et ici, en fait, on a le choix, voilà. On a le pronom interrogatif ici, à qui te va le mieux, à qui te donne les mots. Ici, c'est on appelle les glosses. Ici, on dit exactement ce que les morceaux du discours font. Et voilà la traduction. Mais aussi, on peut avoir le pronom interrogatif ici, plus tard dans la question. Voilà, on trouve la même chose en français. Et donc, la question qu'on se pose quand on voit des choses comme ça, c'est est-ce qu'on peut utiliser soit 11A et 11B quand on veut? Donc, je peux dire 11A, 11B, pas de souci. Ou est-ce qu'il y a des restrictions pour un des autres? Ici, il y en a, pour lequel? Okay. C'est un phénomène de topicalisation? Non. Non, en fait, non. Vous savez qu'est-ce que c'est la topicalisation? Ok, donc la topicalisation, c'est prendre quelque chose qui c'est très important dans le discours. Donc, par exemple, je dis le livre, je l'achète moi. Voilà, des choses comme ça. Ok, ou par exemple, le pot, tu l'as vu. Voilà, donc on prend quelque chose, on le met d'abord au début de la phrase ou à la fin pour dire, ok, ça c'est soit quelque chose qui est bien connu dans le discours, mais je veux seulement le reprendre, ou quelque chose de nouveau. Voilà. Mais non, c'est pas une topicalisation, mais c'est quelque chose qui a à quoi faire avec le discours, en fait. Oui, la pragmatique du discours. Donc, qu'est-ce que je fais avec 11A et 11B? Mais je ne le dis pas. Parce que maintenant, c'est le moment pour le travail de groupe. C'est une histoire de registre. Enfin, en français, il y aurait un registre de langue courant où tu
mets bien le pronom interrogatif et tu construis la phrase. Un registre de langue familier, tu peux te permettre de mettre le pronom interrogatif n'importe où dans la phrase interrogative. Enfin, en tout cas, c'est enseigné comme ça aux élèves. C'est une différence de registre de langue. Oui, en fait, ok. Mais je ne sais pas si en patois ça fonctionne comme ça, mais en français, c'est... Non. Et en fait, ça ne fonctionne pas vraiment comme ça en français non plus. En fait, il y a... Donc, je dois faire un petit spoiler, oui, parce que je viens de la tradition chomskienne. Pour nous, ça... c'est juste important de regarder ce que les parents font et pas ce qu'ils devraient faire. Et en fait, il y a bien des études, on va regarder des exemples maintenant qui sont des corpus, des études de corpus donc de français spontané qui ont été collectés pendant 60 ans, choses comme ça, qui montrent en fait donc c'est un registre parlé parce que ça c'est ce avec qui on travaille nous, et qui montre qu'en fait tu peux avoir les deux structures en français. Maintenant tu peux les avoir, le choix est libre, donc en fait c'est 50-50 pour les choisir, et il n'y a pas de pragmatique, de différence pragmatique entre les deux structures. Et donc c'est pas vraiment, en fait on peut dire que c'est une différence de registre parce que si je parle, je sais pas, avec le président de la France, je ne dis pas donc on fait quoi avec les États-Unis, je dirais peut-être donc monsieur le président, qu'est-ce qu'on fait avec les États-Unis, voilà. Dans ce sens oui, mais bon c'est tout, voilà.